Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch, et nous allons déguster aujourd'hui Altenor Secrets, un jeu de Cédric Neumann et de Julien Vicini, de tout nouveaux auteurs, si je ne me trompe, et dans une toute nouvelle maison d'édition aussi qui s'appelle Power of Gamers. Vous allez voir, c'est un jeu très original, vraiment bien pensé par deux auteurs francophones, ce qui me fait dire que le jeu francophone a vraiment le vent en poupe pour le moment, avec des créateurs vraiment de génie. On a vu dernièrement Fédération, vous allez le voir, hein, il va bientôt sortir aussi en financement participatif, excellent. Il y a eu Artefact, que j'ai trouvé excellent, qui malheureusement n'a pas atteint ses objectifs, mais qui est aussi un jeu vraiment d'une grande créativité. Il y a eu Soul Raiders, donc il y en a pas mal d'inventivité dans les jeux francophones actuels, et celui-ci en est la preuve, la nouvelle preuve. C'est un jeu pour 2 joueurs avec une variante 3-4 joueurs, mais essentiellement un jeu d'affrontement, mais pas uniquement pour 2 joueurs, aussi un jeu de contrôle de zone, de mouvement, de réalisation d'objectifs, dans une arène tournante avec un système assez génial de rotation de salles, qui m'a fait un peu penser à Donjon Twister, mais ce sont évidemment des jeux totalement différents. Et donc voilà, je vous présente ce jeu. La version 3-4 joueurs, donc c'est sur base des mêmes règles, c'est avec un add-on, donc il faudra acheter une boîte supplémentaire lors de la campagne pour pouvoir y jouer à 3 ou 4 joueurs, et c'est un jeu totalement différent. J'y reviendrai, mais donc le jeu essentiellement est fait pour 2 joueurs, et nous allons voir ça tout de suite. Voilà donc à quoi ressemble le plateau de Altenor Secrets. Donc c'est un jeu qui est aussi dans une trame narrative assez forte et recherchée. Donc les joueurs se situent dans une tour infernale qui tourne à l'infini, et ils vont essayer d'atteindre le centre de cette tour pour réaliser donc différents objectifs, et ils vont un peu aussi se battre avec une équipe adverse. Donc chaque joueur a une équipe de 4 personnages. Je vous laisse les voir un petit peu de près. Ils sont assez magnifiques. Je dois avouer, pour un proto, j'avais rarement vu un aussi joli détail de figurines. Vous voyez, je vous les montre un peu toutes, vraiment très jolies. Et ici, voilà. Pas mal, hein. Et le dernier, ici, de mon équipe, voilà. Donc vous voyez, elles sont assez magnifiques. Chaque joueur a les siennes, hein. Vous voyez ici encore des différentes. Voilà. Je vais les voir ici. Donc voilà, un jeu, chaque personnage contrôle donc une équipe de 4 personnages. Chaque joueur contrôle une équipe de 4 personnages, mais en fait c'est pas tout à fait vrai. Les joueurs contrôlent une équipe de 6 personnages, et lorsque un des personnages s'avère à mourir dans l'arène, il sera remplacé par 2 autres, donc de telle sorte que la majorité du temps dans le jeu, vous allez contrôler toujours 4 personnages, et vous aurez toujours des choix d'action assez variés. Donc, et comment se déroule une partie? En fait, chaque joueur joue à son tour et active un des personnages. Donc ici, c'est à moi, j'active ce personnage-là, et puis c'est à mon adversaire qui choisit un personnage à activer, et puis ça revient à moi qui a choisi un autre personnage à activer. Donc chaque fois que j'active un personnage, je prends un jeton d'activation, je le place sur le personnage pour dire voilà, à ce tour-ci, il a été activé, je ne peux plus l'activer. Donc on active chacun un de ses personnages. Quand on a activé les 4 personnages chacun, eh bien on avance le compte tour, puisque le jeu se joue en 4 tours, pardon, ici. Ce sont des points de victoire, j'y reviens évidemment. Donc le jeu se joue en 4 tours. À l'issue des 4 tours, donc où chacun aura activé 4 fois chacun de ses personnages, eh bien le jeu est terminé, et c'est le joueur qui a le plus de points de victoire qui l'emporte. Alors,
qu'est-ce qui se passe quand on active un personnage? Eh bien, quand on active un personnage, on va lui faire réaliser deux actions. Ça peut être deux fois les mêmes ou ça peut être deux actions différentes. Quelles sont les actions qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir se déplacer de salle en salle. Donc, pour une action, je me déplace vers une autre salle. Je peux aussi me déplacer de plusieurs salles, donc à ce moment-là je cours, mais alors ça je ne peux faire qu'en une seule direction. Donc je peux faire par exemple 1, 2 ou 1, 2, ou si je suis ici 1, 2, enfin non, ici c'est pas possible avec l'eau mais j'y reviens, 1, 2 par exemple. Donc je peux soit aller faire une action pour me déplacer d'une salle, soit courir et me déplacer de deux salles mais en ligne droite. Peut-être un petit mot sur les salles. Donc vous voyez, en fait, le jeu est composé de cercles comme ça qu'on va tourner. Ici, à une main, c'est difficile, mais vous voyez que ça tourne comme ça. Bon, c'est un proto, hein. Donc apparemment, dans la version finale du jeu, le jeu tournera mieux. Ici, dans le proto, évidemment, ça reste un proto, donc c'est pas évident à tourner ces salles. Mais avec deux mains, c'est quand même plus facile qu'avec une seule. Mais vous voyez, vous le tournez chaque fois d'un huitième, puisque une salle prend la place d'un huitième de cercle. Évidemment, plus le cercle est petit, plus la salle est petite. Et donc, il y a différentes salles différentes, mais j'y reviens là-dessus. Donc, à votre tour, vous pouvez soit déplacer d'une salle, soit courir de deux salles en ligne droite avec votre personnage. Vous pouvez aussi, si vous êtes... donc, attention, chaque salle ne peut contenir qu'un seul personnage. Hein. Donc, imaginons que c'est comme ça. Eh bien, je ne peux pas aller par là. Je peux aller par là si c'est un personnage de mon équipe, alors je peux le traverser en courant, mais je ne peux pas atterrir. Donc chaque salle c'est un seul personnage. Et je peux, quand je suis adjacent à un personnage, je peux soit le pousser, et si je le pousse, en fait, je le fais aller une salle plus loin, ce qui peut avoir des conséquences. Hein. Bon, par exemple, si lui le pousse, lui, il va aller dans l'eau, et dans l'eau, c'est toujours embêtant, et il va prendre sa place. Donc ça, c'est pousser. Quand on pousse, on jette un dé. Et le dé va, dans la majorité des cas, vous êtes favorable, puisque entre 2 et 6, vous réussissez de pousser. Mais si vous faites 1, malheureusement, eh bien, si vous faites 1, là, vous ratez, vous n'avez pas réussi à pousser l'adversaire. Donc, ça donne un petit côté, évidemment, tout n'est pas maîtrisable, hein, vous verrez, il y a d'autres éléments un peu aléatoires, mais vous voyez, c'est une chance sur 6. Donc, la majorité des cas, vous allez réussir vos actions telles que vous les avez planifiées, mais il y a toujours une petite incertitude, un petit suspense, un petit truc, un petit piment dans le jeu qui va rendre le jeu un peu mieux que s'il était 100% mathématique, parce qu'il y a toujours ce petit côté suspense, ce petit manque de chance ou ce risque que vous allez prendre. Donc voilà, troisième action, on va pouvoir pousser un adversaire, on va pouvoir le voler parce que évidemment, vous voyez ici, il y a des artefacts et ça va vous rapporter des points de prendre possession de ces artefacts. Et donc, vous allez pouvoir, avec votre personnage, voler. Donc, vous êtes à côté d'un personnage adverse qui a un artefact. Vous pouvez lui voler et prendre donc son artefact et avoir les points de victoire à sa place. Donc, voler, c'est une autre action. Et la dernière action, c'est attaquer. Et c'est quand vous attaquez, vous prenez également la place. Donc, si vous le blessez, il s'en va dans une salle adjacente. Il peut aller par là. Hein, vous pouvez le pousser par là. Et vous prenez sa place et il perd un point de vie. Donc, il reçoit une gouttelette de sang qu'il place sur sa carte personnage parce qu'il perd un point de vie. Et chaque personnage a 4 points de vie. Après 4 points de vie de perdu, eh bien, il est éliminé de la partie. Et comme je vous disais, il est alors remplacé par un autre personnage qui atterrit sur une des salles de départ. Donc, il va falloir recommencer tout son parcours. Les combats et volets se passent plus ou moins de la même façon, c'est-à-dire que les joueurs disposent d'une main de 5 cartes qui vont de 2 à 6 points. Au début de la partie, en fait, ils vont les mélanger et en tirer une au hasard,
qui sera défaussée sans que l'autre sache c'est laquelle. Donc là, cette main de carte est évidemment non visible des autres joueurs, et donc on sait que chaque joueur en début de partie a 4 cartes, et on ne sait pas exactement les mêmes, lesquelles, pardon. Donc là aussi, évidemment, ça donne un petit côté incertain. On ne sait pas, on sait qu'il a 4 sur les 5 cartes possibles, on ne sait pas exactement lesquelles, donc on va prendre aussi des risques, on va essayer d'estimer, de savoir quel type de carte, on va peut-être bluffer aussi en disant « Oh, j'ai encore mes 5 et mes 6 » ou l'inverse, « ou je n'ai plus que des mauvaises cartes ». Donc on peut jouer sur différents tableaux dans ce jeu. Et donc, eh bien, le combat, chacun joue une carte face cachée, on la révèle, et celui qui a la plus forte remporte le combat. Il blesse l'autre et il prend sa place. Donc, en cas d'égalité, il n'y a rien qui se passe. Donc, voilà tout simplement, et on perd la carte. Et on n'a plus que 3 cartes en main. Et puis à la fin, quand on aura joué toutes ces cartes, on peut alors toutes les récupérer et encore une fois en défausser une au hasard. Donc de telle sorte qu'on ne sache jamais exactement toutes les cartes qu'a chaque joueur. Donc ça, c'est le jeu de la carte et le jeu des combats. Et alors, un dernier élément, c'est les salles. Donc oui, alors dans les actions, vous pouvez aussi vous reposer. Vous reposer vous permet de vous défausser d'une carte action, d'une carte combat. Donc les cartes combat les plus faibles, vous pouvez vous les défausser et comme ça vous allez récupérer plus facilement et plus rapidement toutes vos cartes combat pour avoir des cartes plus fortes. Vous allez aussi pouvoir faire à votre tour, donc vous faites 2 actions, vous pouvez aussi faire des actions gratuites. Il y en a différentes en fonction des pouvoirs de vos personnages ou de votre guilde, mais j'y reviens. Donc en fait, chaque joueur a une guilde, ce sont ces cartes-là en début de partie. Eh bien, chaque joueur va choisir ou recevoir au hasard, c'est comme vous voulez, va choisir une guilde qui va lui donner un pouvoir spécial pour toute la partie. Pouvoir qui va lui faire gagner plus de points, qui va lui donner un peu plus de souplesse dans ses mouvements, qui va lui donner un pouvoir permanent pour toute la partie. Et donc là aussi, vous pouvez, certaines guildes permettent de faire des actions gratuites à votre tour. Et une des actions les plus communes gratuites, c'est ce personnage-là, le maître des clés, je pense qu'il s'appelle, et lui, il va pouvoir faire tourner les salles. Donc chaque joueur dispose d'une série de cartes de rotation qui permettent de faire tourner une salle de votre choix dans un sens précis ou dans un sens au choix. Et à ce moment-là, eh bien, vous tournez la salle que vous visez de tourner. Évidemment, encore une fois, excusez-moi, mais une main, c'est pas évident, mais voilà, vous tournez comme ça la salle et ça donne évidemment une autre configuration de sol. Ça, évidemment, ça me fait un petit peu penser aussi à Donjon Twister, puisque dans Donjon Twister, il y a aussi cette rotation de salles. Évidemment, ici, c'est totalement différent, puisque les salles de Donjon Twister sont des salles carrées que vous retournez. Ici, c'est des salles rondes qui vont de part et d'autre de l'arène. Donc, ça va changer la configuration pour vous. Ça va vous aider à progresser, mais ça va aussi peut-être bloquer ou aider. Il faut voir évidemment la configuration, la progression de votre adversaire. Donc vous allez toujours devoir regarder ces 2 éléments. Est-ce que je m'aide? Est-ce que j'empêche mon adversaire de progresser? Donc c'est assez stratégique, assez anticipatif. Vous allez devoir bien planifier et bien. Surtout qu'en plus, attention, ces cartes de rotation de salle, une fois que vous en jouez une, c'est fini. Vous la défaussez définitivement pour toute la partie. Donc vous ne savez plus les récupérer. Donc il va falloir bien gérer. Il y a aussi de la gestion dans le jeu. Bien gérer vos cartes de rotation de salle. En sachant que toujours votre maître de clé a un grand avantage, c'est que s'il arrive au centre de l'arène, eh bien là, il reçoit de nouveau toutes les cartes rotation de salle qu'il a jouées. Donc il les reprend en main. Donc évidemment, c'est une grande puissance que d'arriver avec votre maître des clés ici, parce que vous avez énormément de souplesse dans la rotation des différentes salles. Donc c'est une stratégie en soi. C'est de viser à ce que votre maître des clés soit au centre pour avoir toutes ces souplesses. Mais c'est une stratégie qui vous rapporte aucun point.
Donc, à vous à voir. C'est un petit peu comme aller dans le combat. Aller en combat, il y a moyen que ça vous rapporte des points parce que vous avez un personnage qui est le plus fort, qui est votre combattant, qui va lui ajouter un point en attaque et un point en défense lorsqu'il est attaqué ou lorsqu'il attaque. Donc, mais lui, quand il meurt, vous donnez 5 points de victoire à votre adversaire. Et 5 points de victoire, c'est beaucoup. Donc, ça peut être une stratégie d'attaquer l'adversaire, surtout le combattant adverse, parce que ça va vous faire gagner des points de victoire. Mais sinon, attaquer un personnage adverse ne va rien vous rapporter, si ce n'est l'empêcher, le bloquer, lui mettre des bâtons dans les roues. Donc c'est un petit peu ça aussi, la stratégie d'attaque va vous donner peut-être des points de victoire, mais surtout va bloquer votre adversaire, et la stratégie de contrôle du centre de l'arène va vous donner plus de souplesse, mais ne va pas vous apporter des points de victoire, parce que il y a une série de points de victoire que vous voyez ici, qui peuvent être gagnés. Ils peuvent être gagnés ici en occupant des objectifs. Vous voyez le symbole ici, hein, c'est un symbole de drapeau, et vous retrouvez ce symbole sur les cases comme ça. Je sais pas si c'est évidemment écrit en petit, mais vous voyez, c'est ce symbole-là, et ici aussi. Donc, quand vous arrivez à mettre un de vos personnages ici, et un de vos personnages sur les deux salles d'occupation d'objectifs, eh bien, vous prenez un de vos jetons, si imaginons qu'on est en premier tour, vous mettez un de vos jetons, juste à la fin de l'activation de votre personnage, vous mettez un jeton là, donc vous gagnez un point de victoire. Quand vous activerez un autre personnage, si vous êtes toujours sur les deux salles, pouf, vous gagnez un point au même tour, hein, le tour 1. Etc. Donc c'est une manière de gagner pas mal de points de victoire. Vous voyez, vous pouvez, si on vous laisse la paix, si on vous fout la paix, vous gagnez 4 points de victoire à chaque tour, ce qui est quand même énorme. Donc ça, c'est une stratégie. C'est arriver à contrôler, enfin à posséder, à mettre vos personnages sur ces deux salles. C'est une manière de gagner pas mal de points de victoire. Une seconde manière de gagner des points de victoire, c'est posséder des atoriums, ce que j'appelle les artefacts, mais c'est des atoriums, leur vrai nom. Et donc ce sont ces jetons-là. Donc quand vous arrivez sur un jeton comme ça, vous en prenez gratuitement possession. C'est une action gratuite. Et dès que vous êtes en possession d'un atorium, eh bien, vous gagnez à la fin du tour, vous gagnez un point de victoire pour le type. Vous voyez, il y en a 4 types différents. Pour le type d'atorium que vous possédez, vous gagnez un point de victoire. Donc si vous gardez cet atorium pendant 4 tours, vous gagnerez 4 points de victoire. C'est pour ça que c'est intéressant de voler aussi votre adversaire, parce que si vous arrivez à voler un atorium, eh bien, hop, vous prenez possession et c'est vous qui gagnerez les points de victoire en fin de tour pour cet atorium. Donc, et vous voyez, les 4 différents sont là. Et donc la bataille va se faire aussi au niveau de ces atoriums. Autre stratégie possible, c'est contrôler les deux bases. Donc vous voyez la case de départ, hein, la case de départ qui est ici, et la case de départ de votre adversaire, ce sont les bases. Si, quand vous placez un personnage sur une base, vous mettez un jeton à votre couleur sur la base. Et quand vous arrivez à placer un personnage de l'autre côté, évidemment le chemin est assez long, eh bien vous placez aussi un jeton là, et ça vous fait des points de victoire, et pas mal, hein, c'est 4 points de victoire si vous arrivez à le faire. C'est pas facile à faire, mais c'est 4 points de victoire, et ça fait beaucoup. Donc, c'est aussi une stratégie, aller contrôler les deux bases pour gagner au 3e et au 4e tour 4 points de victoire. Et la dernière stratégie que vous voyez, c'est arriver à éliminer le combattant adverse. Ça vous rapporte 5 points de victoire si vous arrivez à l'éliminer. Donc, c'est une stratégie aussi d'aller attaquer le combattant adverse. Ça peut être même une stratégie de défendre ou de ne pas jouer avec votre combattant pour empêcher votre adversaire de gagner des points de victoire en tuant votre combattant. Parce que, comme je vous rappelle, on a 4 personnages en début de partie, et en fait on va les choisir parmi 6. Bon, les 2 autres, hein, ce sont les 2 qui vont remplacer un mort, sont moins forts que vos 4 autres, parce que les 4 de base ont
4 points de vie. Les éclaireurs qui remplacent un mort ont 3 points de vie. Mais ça peut être une stratégie de dire, ben moi, dès le départ, dans mon équipe de départ, je mets un éclaireur à la place, par exemple, de mon combattant pour éviter que mon adversaire gagne 5 points trop facilement avec mon combattant. Et si un de mes éclaireurs meurt, eh bien mon combattant viendra à ce moment-là en jeu et il est fort probable qu'il puisse tenir jusqu'à la fin du jeu. Donc, c'est aussi une stratégie de jeu. Donc vous voyez, il y a pas mal de stratégies de jeu. La stratégie de gagner, de contrôler donc ces deux zones-là. La stratégie de contrôler les deux bases. La stratégie de prendre possession des atoriums. La stratégie de contrôler le centre pour pouvoir plus facilement tourner les salles. Et la stratégie d'attaquer l'adversaire, de tuer son combattant, mais même les autres personnages pour l'empêcher d'arriver à ses fins. En sachant que vous avez en début de partie 4 cartes paris et vous allez au début de la partie choisir secrètement une des cartes et la mettre face cachée près du plateau. Et ça sera votre pari pour la partie. Et c'est quoi le pari? Eh bien, vous allez parier de pouvoir gagner plus de points de votre adversaire dans un des quatre objectifs que vous voyez là. Donc, vous voyez, hein, ces 4 objectifs-là, c'est ici la bataille, ici les atoriums, ici ce sont les bases et le dernier ici, ce sont les objectifs. Donc vous pariez de gagner plus de points que votre adversaire et si vous réussissez votre pari, vous allez gagner des points supplémentaires. Et ça peut aller jusqu'à 6 points en fonction de la différence de points entre vous et votre adversaire. 6 points ou 3 points de bonus. Donc là aussi, il y a une stratégie, puisqu'au début du jeu, vous allez dire, bon, cette fois-ci, je vais aller dans telle direction. Et puis, il y a aussi un guessing aussi, hein, parce que quand vous voyez votre adversaire jouer dans une certaine stratégie, vous allez peut-être vous dire, ah, c'est peut-être le pari qu'il a fait. Et à ce moment-là, vous allez jouer pour contrer ce pari, et donc l'empêcher de scorer des points bonus trop importants. Donc, il y a, en plus des multiples axes stratégiques, il y a aussi pouvoir contrer votre adversaire. Et donc, vous devrez peut-être équilibrer vos actions de vos personnages pour arriver à votre fin dans vos objectifs, mais aussi peut-être dépenser certaines actions pour contrer les objectifs de vos adversaires. Donc, tout ça est un juste équilibre, ce qui va rendre chaque partie différente. Chaque partie différente, puisque chacun va avoir des objectifs différents, chacun va deviner les objectifs de son adversaire différemment, va anticiper en fonction, en sachant aussi qu'on a chacun un pouvoir de guilde, donc il va aussi nous encourager à faire une certaine stratégie ou pas en fonction de notre pouvoir. Et en plus, en début de partie, les joueurs disposent de 8 cartes bonus, et parmi ces 8 cartes, vont en choisir 3 secrètement, et ces 3 cartes sont des cartes one-shot qui vont pouvoir jouer une fois pendant la partie, mais en surprise, et qui vont leur donner un petit bonus, comme des points de combat supplémentaires, comme pouvoir bouger une autre fois, comme pouvoir tourner une salle. Donc vous voyez, pas mal de choses différentes, ou se soigner, donc des petits bonus qui vont rendre la partie aussi étonnante, et qui vont faire une certaine incertitude et aussi, pas mal de suspense dans vos parties. Alors, une chose que je ne vous ai pas encore expliqué, c'est que chaque salle a des particularités. En fait, il y a 6 salles différentes. Il y a les salles, je vais dire, normales. Il y a évidemment les bases et les objectifs qui vous rapportent des points. Mais il y a aussi les salles noires, ce sont des murs qui sont infranchissables, que vous ne pouvez pas franchir, les murs. Vous avez l'eau. Alors l'eau, quand vous arrivez dans l'eau, vous perdez votre prochaine action. Donc je vous rappelle, chaque personnage a 2 actions. Une fois qu'il arrive dans l'eau, eh bien, vous mettez un marqueur eau sur sa carte personnage et vous savez que votre prochaine action, c'est défausser
l'eau. Donc si vous faites une action et puis la deuxième action, vous mettez le personnage dans l'eau, vous savez qu'au tour d'après, quand vous ferez votre première action, vous la perdrez tout simplement. Ou si vous faites votre première action pour aller dans l'eau, eh bien votre deuxième action sera tout simplement de nager et d'enlever le jeton eau. Donc les casos, c'est pas cool. Maintenant, c'est aussi une belle protection. Parce que si vous avez quelqu'un dans l'eau, ben, l'autre va être moins tenté de vous attaquer parce que s'il vous attaque, il vous dégage de l'eau et il prend votre place dans l'eau. Donc lui aussi, il perd une action. Donc c'est aussi une manière de se protéger et c'est aussi, encore une fois, une stratégie différente ou une tactique différente. Et les dernières salles, ce sont les salles pièges. Vous avez aussi le centre que j'ai expliqué pour récupérer ces cartes de mouvement de rotation. Et vous avez les pièges. En fait, quand vous arrivez dans un piège, vous allez jeter un dé. Et sur un 3 ou un 4, vous recevez une blessure. Sinon, vous risquez de rien avoir ou de faire tourner des salles. Mais c'est moins grave que recevoir une blessure, puisque je vous rappelle que chaque personnage a 4 points de vie. Et quand vous perdez votre dernier point de vie, le personnage est perdu. Voilà, vous avez une belle idée, j'espère, de ce qu'est Altenor Secrets. Donc c'est un jeu pour 2 joueurs, essentiellement pour 2 joueurs, très stratégique, très tactique aussi. Je dirais presque, assez proche en tout cas, à mon sens, d'un donjon twister, donc un peu comme les échecs, à votre tour, vous allez bien réfléchir où je veux arriver, comment je vais le faire. Il y a beaucoup de possibilités, donc je vais remettre la boîte droite, c'est plus beau. Il y a beaucoup de possibilités, donc quand à votre tour, vous avez différents choix pour arriver à vos fins. Donc vous allez vraiment bien réfléchir comment arriver à vos fins et ce que vous allez mettre en place pour y arriver, en sachant qu'il y a une part de risque, vous allez passer par des pièges d'office, et donc vous allez voir si vous arrive malheur ou pas, vous allez voir le résultat du piège, ou si tout à coup la physionomie de la tour va changer parce que les salles vont bouger. Il y a une part aussi, quand vous poussez quelqu'un, il y a une part d'incertitude quand vous attaquez, vous ne connaissez pas les cartes adverses, donc il y a une part d'incertitude dans le jeu, mais globalement le jeu est très maîtrisable, très stratégique, et donc très aussi un peu calculatoire. Vous allez vraiment bien devoir réfléchir, et c'est ce qui va faire que le jeu, finalement, même à 2 joueurs, peut durer 1h30, parce que vous allez bien réfléchir à votre tour pour optimiser vos actions et arriver à vos fins. Et encore une fois, les choix stratégiques sont vraiment nombreux. Vous pouvez arriver vers des objectifs, des contrôles de base, de l'attaque, des contrôles du centre, pousser, voler l'adversaire, faire un bénéfice de votre pouvoir de guilde ou de vos cartes, les jouer au bon moment. Donc il y a une gestion aussi, la gestion de vos cartes de rotation, quand les jouer, comment, etc. Donc tout ça donne un jeu vraiment très riche et vraiment très intéressant. Je trouve un petit peu dommage, de ce que j'ai entendu, à confirmer sur la page de financement du jeu, mais il y a beaucoup d'add-ons, j'ai l'impression. Il y a un add-on pour pouvoir y jouer à 3 ou 4. Il y a un add-on qui donne plus de cartes bonus, donc on en a 8 dans le jeu de base, mais on peut arriver jusque 20. Il y a un add-on qui va vous donner des personnages supplémentaires, avec des pouvoirs supplémentaires, qui va vous permettre donc de construire votre équipe de départ, et donc de ne pas avoir nécessairement une équipe similaire à votre adversaire, mais chacun une équipe avec des pouvoirs différents. Donc tout ça me fait dire que j'ai l'impression, si vous voulez jouer pleinement au jeu, avoir la pleine possibilité, la pleine variabilité du jeu, les add-ons sont quasi indispensables. Donc là, ben voilà, je connais pas, à l'heure où je fais cette vidéo, je connais pas le prix du all-in, mais en tout cas, moi, ça me semble indispensable de prendre le all-in. Alors, si le prix est raisonnable, fine. Si le prix est fort élevé, bon, ça c'est le seul truc que je pense qui est un peu dommage dans le jeu, c'est ces nombreux add-ons par rapport au prix. Mais si pour vous, c'est pas grave. Si pour vous aussi, la variabilité n'est pas trop importante et vous voulez essentiellement le jeu à 2, pas grave non plus. Vous n'êtes pas obligé de prendre tous ces add-ons. Mais à partir du moment où vous aimez bien la rejouabilité, où vous jouez de temps en temps à 3 ou 4 joueurs, ça rend un peu
les add-ons indispensables. Donc j'aurais personnellement préféré que tout soit dans la boîte et on n'en parle plus, parce que c'est comme ça que je l'évalue aussi, c'est comme ça que je la sens, et c'est comme ça que je l'aime, le jeu. Avec toute cette variabilité, toutes ces stratégies différentes, c'est là que le jeu prend toute cette ampleur, et donc ce serait dommage de se passer d'une partie de ces possibilités. Voilà, donc ça c'est le seul point un petit peu interrogatif que j'ai, parce que pour le reste, bon, ça reste un jeu d'affrontement de 2 joueurs, donc il faut aimer ça, mais il n'y a pas que de l'affrontement, je vous dis, il y a aussi du placement, du déplacement, des objectifs, du contrôle de zone. Vous allez aussi avoir une certaine stratégie de contrôle. Vous allez placer vos personnages à certains endroits stratégiques pour pouvoir prendre les autres en embuscade. Par exemple, si vous arrivez à entourer un personnage avec 2 de vos personnages, vous pouvez lui faire mal, l'attaquer 2 fois. Donc voilà, il y a du placement intéressant dans le jeu, donc pas mal de trucs vraiment qui m'enthousiasment. Si vous avez aimé Donjon Twister, vous ne pourrez qu'aimer ce jeu-ci, même s'il apporte un côté un peu plus fun et plus aléatoire, donc plus incertain, mais qui est vraiment bien équilibré au juste niveau pour pas le rendre le jeu chaotique. Il l'est à 3 ou 4, hein. Il est plus chaotique à 3 ou 4 parce qu'à 3 ou 4, les salles bougent dans tous les sens avant qu'arrive votre tour, et donc vous allez devoir plus avoir des choix tactiques. Ah, qu'est-ce que je vais faire quand arrive mon tour? Mais vous n'allez pas pouvoir vraiment anticiper, et comme à 3 ou 4 vous n'avez qu'un seul personnage à jouer, eh bien il y a moins cette variabilité de choix et ces multiples choix stratégiques ou tactiques. À votre tour, vous n'allez pas vous dire je vais faire ça parce que tel personnage va faire ça après, etc. Non, vous n'avez qu'un personnage à bouger, et votre objectif c'est d'aller chercher des objets qui vont vous rapporter des points et faire des collections. Donc c'est totalement différent le jeu à 3 ou 4 joueurs, même si il se base sur les sur les mêmes règles du jeu. Donc oui, et le jeu à 3 ou 4 joueurs se joue en campagne, donc vous allez faire 3 parties différentes, et c'est le vainqueur à l'issue des 3 parties, mais les 3 parties vous pouvez les faire à différents moments bien entendu, et chaque partie aura des règles spécifiques, donc il va y avoir des règles avec du feu qui va se propager, des règles qui vont vous donner plus de points de victoire, en général c'est la dernière partie d'ailleurs qui va vous rapporter plus de points de victoire pour permettre à un joueur lâché dans les 2 premières parties de se rattraper. À noter aussi que dans le jeu à 3 ou 4 joueurs, il y aura aussi des alliances. Les joueurs plus à la traîne vont plus bloquer le joueur en avance. Et voilà. Donc voilà, ça c'est le jeu à 3 ou 4 joueurs. C'est un jeu un peu plus léger, moins calculatoire et stratégique que le jeu à 2 joueurs, mais tout aussi plaisant. Du moins je l'imagine, parce que donc dans le proto ici, on nous permet, on n'a pas le matériel pour pouvoir y jouer à 4, mais voilà, c'est comme ça que je le vois en tout cas à la lecture des règles. Voilà, alors j'espère que cette dégustation vous a goûté, je vous souhaite de bien vous amuser, santé et à bientôt.